Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Gilles qui a monté il y a quelques années des ateliers dédiés aux futurs papas pour leur offrir un maximum de compétences et leur donner toutes les chances de pouvoir s'adapter correctement à leur nouvelle vie de daron juste après la naissance. Dans cet épisode, on parle d'éducation positive, Gilles nous donne des conseils pour ne pas briser le lien avec l'enfant et on discute ensemble de plein d'autres sujets. À titre personnel, j'ai trouvé Gilles passionnant et j'espère qu'il vous fera la même impression. Si vous aimez l'histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, par exemple Apple Podcast sur iPhone ou encore Acast ou Castbox sur Android. Vous pouvez retrouver aussi Histoire de Daron sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud et même sur YouTube. D'ailleurs, si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à venir mettre un commentaire sur l'épisode sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Je vous mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Merci d'avance pour tous vos beaux commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes et je vous laisse en compagnie de Gilles. On est avec Gilles, salut Gilles. Bonjour Fabrice. Ça va ? Impeccable, super, merci. Alors Gilles, merci beaucoup de venir. Merci à toi de m'accueillir, merci, ça me fait très plaisir. Je t'ai rencontré. J'ai eu enfin l'idée de t'appeler parce que j'avais vu en fait tes ateliers que tu montes, on va en reparler un peu plus tard, il y a quelques mois, ceci dit, et j'ai un auditeur d'Histoire de Daron qui s'appelle Com, donc merci beaucoup à lui, qui apparemment a participé Tout à fait. à tes ateliers, Oui. Et qui m'a dit il faut à tout prix que tu contactes Gilles, il est super, donc je me suis dit ok, à un moment donné il faut faire le truc, donc voilà, je t'ai envoyé un SMS, tu m'as répondu, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Donc Gilles, on va en parler très rapidement avant de parler de ton parcours de daron, mais tu as monté un peu partout en France, si je ne me trompe pas, des ateliers pour les futurs papas. C'est ça. Voilà. Okay. C'est des ateliers donc, où se réunissent des futurs et des nouveaux papas. Et l'objectif de départ, c'était de faire profiter des erreurs et des réussites de ma propre expérience à ceux qui allaient le devenir, à ceux qui allaient devenir pères, voilà, tout simplement. Tu fais ça depuis quand ? Et je fais ça depuis avril 2014. Ah oui, d'accord. On va en reparler un petit peu après, hein. Donc restez là. En attendant, on va parler de ton propre parcours de daron. À partir de quand tu t'es senti, toi, l'envie de devenir papa ? L'envie... Ah, j'ai des questions pièges, hein, je te préviens. L'envie, j'étais un peu timide sur l'envie j'avais un peu peur de l'inconnu et j'ai commencé à me sentir vraiment père lorsque la sage-femme m'a mis ma fille Margot dans les bras. Vraiment. Ah ouais. Oui. Grossesse, rien du tout alors. Grossesse, la première fois, pas trop impliquée. Non. Ok. Comment alors avec l'expérience que tu as aujourd'hui, comment tu te dirais que tu as vécu justement cette première grossesse où justement tu avais cette sensation de ne pas être trop impliqué ? Alors, c'est vrai qu'en plus, sur le parcours, les professionnels ne vous impliquent pas forcément dans la parentalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, tout est tourné vers la maman, tout appartient à la maman, entre guillemets, l'enfant et les émotions. On dit le maternage, la maternité, donc poussez-vous monsieur, on va s'occuper de madame, donc on se sent un peu sur le côté si on se laisse faire, si on va pas chercher des renseignements et si on en arrive à la conclusion que tout le monde à laquelle vous vous poussez, qui est de dire t'es pas trop concerné. Et puis je me suis fait avoir une fois, si j'ose dire, mais pas deux, voilà. Comment t'as eu la sensation de t'être fait avoir à ce moment-là ? J'ai eu la sensation quand je me suis rendu compte après une fois que j'ai été père qu'en fait il y avait beaucoup de choses à savoir pour être un bon papa investi et que tout compte fait sans information on peut pas faire des choses alors peut-être en cuisine on peut inventer des choses j'allais dire mais dans la parentalité c'est difficile de mélanger les choses un peu au hasard et d'arriver à quelque chose de bien, quelque chose de positif, le lien, il faut avoir des connaissances pour communiquer avec un enfant, rien que ça, savoir que par exemple, quand on lui dit ne touche pas, il va le faire. C'est la première idée qui me vient à l'esprit, mais c'est tout bête, en fait, on va se disputer avec lui, alors qu'en fait, il n'entend pas la négation, mais si cette information de base, on l'a pas,
je dis ça pour l'enfant, mais pour le nourrisson, par exemple, communiquer avec lui, si on revient sur le nourrisson, d'être dans l'hyper-communication avec lui, communiquer, lui dire ce qu'on va lui faire avant de le déplacer, par exemple, toujours prévenir. Bon, mais ça, c'est des informations qui sont vraiment très importantes. Le porter contre soi, je pense à cet autre exemple, au maximum. Le but de la parentalité, c'est de développer le cerveau de l'enfant. Tout ça, je n'avais pas les informations. Puis quand j'ai découvert tout ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une mine d'informations et sur laquelle on était un peu mis sur le côté. Et c'était dommage parce qu'en fait, il y avait quelque chose de joli à réaliser. T'as 2 filles aujourd'hui, c'est ça? Oui, comme ça. Qui ont quel âge? 6 et 8 ans. Alice a 6 ans et Margot a 8 ans. D'accord. Comment ça s'est passé la deuxième grossesse, justement? Tu disais que tu t'étais pas fait avoir sur la deuxième fois. Ah, la deuxième grossesse, je me suis rattrapé. Ah Ouais. oui, j'ai fait en double tout ce que j'avais pas pu faire la première fois pour rattraper un peu le temps perdu. Et puis j'avais entre-temps eu pas mal de connaissances. Donc j'ai communiqué in utero, j'ai été un super conjoint avec ma chérie. Et puis c'est vrai que l'accouchement s'est très très bien passé. Et puis là, j'avais commencé à avoir des connaissances. Et puis j'ai pu les appliquer. Et ensuite, c'est vrai que toutes les connaissances que j'ai pu avoir sur la thématique de l'éducation positive, j'ai pu les appliquer au fur et à mesure que je les apprenais. J'ai pu les appliquer directement en réel au fil de l'évolution de mes filles. Et ça a été une expérience incroyable. Comment tu as appris justement tout cet aspect d'éducation positive, etc. Alors j'ai tiré un fil, si j'ose dire, puis il y a tout qui est venu. Voilà, je me suis aperçu qu'en fait, j'ai commencé à chercher des informations, puis je me suis rendu compte que des informations, en fait, il y en avait plein, et puis qu'elles étaient tout aussi importantes les unes que les autres. Et c'est un puissant fond. Et donc, j'ai commencé à me sentir de plus en plus fort parce que j'avais ces informations-là. Et du coup, je les appliquais au fur et à mesure avec mes filles comme des petites astuces et au quotidien qui fonctionnaient. Et puis de là, après, je me suis passionné pour la question. J'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Filiosa, qui est la maman de la parentalité positive. Et Isabelle, elle m'a guidé sur cette voie de la parentalité positive. Elle a d'ailleurs préfacé donc mon dernier livre. Et puis... voilà, c'était une formidable expérience. En fait, c'est un trésor d'Alibaba qui était caché. Et puis, on m'a donné la formule pour ouvrir la porte. Et de là, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais devenir quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre, il avait un pouvoir immense donc sur ses enfants et que j'allais leur laisser, en plus, dans mon comportement au quotidien répété, j'allais leur laisser un héritage fantastique qui était tout simplement la bienveillance naturelle, quoi. Voilà. Comment tu te définirais en fait entre le Gilles d'avant et le Gilles d'après? Ah là là, c'est difficile parce qu'il y a ces deux personnes complètement... À ce point-là? Oui. Ouais. Ah oui, j'ai rien à voir avec celui que j'étais auparavant. Rien, vraiment. Donc... faut que tu me donnes des billes, hein. Tu peux pas juste me dire ça comme ça. Comment je me définirais? Comme... un néophyte et puis comme un expert, voilà, les deux opposés. Non, je parlais en termes de personnalité. En personnalité, quelqu'un de beaucoup plus responsable, beaucoup plus conscient aussi de soi, de la vie, et puis conscient de ce qu'on fait et des répercussions de ce que l'on fait. Le rapport de cause à effet, moins d'insouciance aussi, voilà, parce que parents. Et voilà. Et puis je crois que c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui t'a amené à monter ces ateliers? Donc tu disais en 2014, c'est ça? Alors en 2014, parce qu'en fait en 2011 avec ma femme, on a eu donc chez des amis, ma fille a monté quelques marches, elle est tombée, moi personnellement ça m'a vraiment traumatisé, c'est un événement vraiment traumatique et c'est ce qui m'a inoculé le virus, si j'ose dire, de la parentalité, en me disant si j'avais eu des informations, ce ne serait jamais arrivé. Alors c'est vrai elle était toute petite, c'est ça? Elle était toute petite, ouais. Elle avait 9 mois. Okay. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des ateliers sur les accidents domestiques et tout avec la Croix-Rouge ou avec les pompiers, mais on est plus dans l'après. Et moi, du coup, pour me réparer, si j'ose dire, et aussi pour éviter que ça arrive aux autres, j'avais démarré un atelier santé et sécurité. Santé parce que c'était mon domaine de prédilection, j'étais formateur en pharmacie. Et sécurité, c'était mon drame heureux puisque ma fille s'en sortait sans séquelles. Et de là, après, les premiers participants, qui étaient des couples de papas gays, qui sont venus vers moi parce qu'eux ne pouvaient pas se mettre dans l'ombre de leur conjointe comme un hétéro standard, si j'ose dire. Et donc, ils sont venus vers moi, ils m'ont permis de commencer à me faire la main un peu sur cet atelier Futur Papa. Et puis, on a commencé à développer ensuite toute la partie psychologique,
par l'éducation et comportementale par les gestes du quotidien pour en faire une vraie formation d'une journée complète à la parentalité avec l'éducation, les gestes, la prévention des accidents domestiques, les astuces, les conseils, qu'est-ce que la parentalité, qu'est-ce que le couple parental, la sexualité. Tu vas trop vite, hein, tu sais, tu vas beaucoup trop vite. On a le temps, je te sens là, tu me déballes ton truc. En fait, c'est hyper intéressant parce que j'aime bien comprendre, moi, tu vois, le parcours qui t'a amené à faire ça. Tu démarres en étant, comme tu dis, un père, comment t'as dit, peu conscient, ou en tout cas où tu disais que tu étais passé à côté de la grossesse de ta femme. Et donc, si je me trompe pas, donc ta fille est née en 2011, c'est ça. 3 ans plus tard, tu te lances dans des ateliers. À la base, vraiment pour toi, l'objectif, c'était de monter un atelier autour de la santé et de la sécurité, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. À la base... C'était vraiment l'objectif pour toi Oui. D'accord. Oui, mais à la base, c'était vraiment la partie plus sécurité, j'allais dire, parce que c'était le point de départ, c'est ce qui m'a fait basculer, c'est ce qui m'a fait démarrer cette aventure, cet accident, qui m'a fait démarrer cette aventure. Et l'objectif, il y en avait 2, c'était de faire en sorte que ça n'arrive pas aux autres et de me réparer. Voilà. D'accord, parce que c'était un vrai traumatisme pour toi. C'était un vrai traumatisme, tout à fait. Oui, c'était un vrai traumatisme. Ma fille a eu une triple fracture du crâne. Ah ouais. Elle a été bien choquée, bien sonnée. On est sorti de l'hôpital d'Amiens, grâce à Dieu, sans séquelles. Et puis, donc, je connais le prix de chaque seconde aujourd'hui, grâce à cette aventure. Et de là, j'ai eu les premiers participants. Parce que j'étais formateur en pharmacie, donc j'étais formateur de métier, donc je faisais ça, j'allais dire facilement, la formation c'était mon métier. Et en fait, entre 2011 et 2014, tu as d'abord fait ça, c'est ça ? Entre 2011 à 2000... alors 2011, Margot est née, 2012, il y a eu l'accident, et ensuite il y a eu ces 2 années où j'ai un peu erré, si j'ose dire, où ça a trotté dans ma tête, puis j'ai démarré un atelier, un amateur. D'accord. Avec 2 copains, un jour. Ok. J'ai jamais pensé que j'allais devenir professionnel de la petite enfance et faire ça presque tous les samedis. Il y avait des ateliers qui se remplissent aujourd'hui et surtout une formation globale à la paternité. Voilà. Tu parlais tout à l'heure, tu as dit très succinctement qu'en fait, tu as démarré avec des couples gays, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu as dit un truc vraiment, pour moi, c'est une bombe atomique ce que tu dis, et tu viens me le poser là comme ça, puis après tu t'en vas, tu passes à autre chose, mais c'est hyper important, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que tu dis que en fait, les couples gays, ils n'ont pas, comment tu as dit, la maman pour venir se cacher derrière, en fait. Oui, c'est ça, il n'y a pas le paravent. Si j'ose dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par avant ? C'est-à-dire que comme on donne tout le savoir à la maman, eh bien, l'homme hétéro se sent moins concerné, il reste les bras ballants sur le canapé, puis il attend que ça passe, et puis il ne s'inquiète pas parce qu'il sait qu'on a donné tout le pouvoir à la maman. Puis bon, voilà, puis il ne veut pas trop s'impliquer non plus, parce que des fois, s'il s'implique et qu'il fait quelque chose un peu de travers, il risque de prendre une réflexion. Donc, il évite de trop s'impliquer. Je sais, moi, ça a été mon cas, et puis ça a été le cas de nombre. Quand je raconte ça, il y a plein d'hommes qui disent, moi, ça a été pareil. Un jour, j'ai fait un truc, j'ai pris une réflexion, après, j'ai plus rien fait. Donc, voilà, donc ils peuvent pas se cacher derrière l'ombre de notre conjointe comme nous, on peut le faire, en continuer de montrer les muscles, mais en fait, on fait pas grand-chose, et c'est la conjointe qui fait tout. Tandis que là, chez les pères, tout compte fait, il y a personne qui leur transmet, chez les couples de pères, il y a personne qui leur transmet quoi que ce soit. Donc, c'est à eux d'aller vraiment piocher l'information, et du coup, c'est eux, les premiers, c'est eux qui ont lancé l'atelier du futur papa. Trop bien. Voilà, ouais. Et en fait, donc tu dis qu'au fur et à mesure, tu as transformé petit à petit la formation. Qu'est-ce qui fait donc ça fait maintenant 5 ans, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure, tu t'es dit, tiens, en fait, ça pourrait être intéressant de mettre, alors pas de côté l'aspect santé-sécurité, mais d'en faire un truc un peu plus englobant ? C'est au fil du temps. Et les demandes des participants. Ils disaient, pourquoi là, parce qu'au début, j'avais aucun diplôme. Moi, je faisais ça vraiment comme ça. Et puis, on a commencé à me parler de manipulation. Je me suis dit, oula. Donc, j'ai passé le CAP petite enfance. Donc, tu t'es formé en plus directement. Oui, bien sûr, je me suis formé. J'ai eu beaucoup d'auxiliaires de puériculture que je connaissais. J'ai été chercher des astuces à droite à gauche, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'informations, plein d'astuces. Et donc, tu as arrêté ton métier de formateur en pharmacie ? Et il s'est trouvé que, au même moment, le laboratoire faisait un plan social et m'a proposé de partir. Et si j'étais volontaire au départ pour créer une entreprise,
il me donnait une rémunération conséquente pour me permettre de démarrer cette aventure. Voilà. Donc c'est bien tombé. Et du coup, j'ai dit oui. Et je suis passé d'amateur à professionnel. Et donc j'ai passé ensuite un diplôme de formateur pour parents en discipline positive. J'ai rencontré Isabelle Filiosa qui m'a fait la formation partie éducation positive. Donc après, j'étais bon sur toutes les parties, que ce soit la manipulation ou la psychologie. Et puis aussi, je me suis renseigné en lisant plein de livres, en regardant plein de vidéos. Et au fur et à mesure, c'est ce qui a fait ma force. Et riche de toutes ces informations, après, j'arrivais à communiquer auprès d'un groupe sans aucun support. D'ailleurs, c'est ce que je fais des fois aujourd'hui. J'étais en conférence hier dans une société, et puis je prends la parole, et puis ça y est. En fait, c'est une chose qui en amène une autre. Tout se tient dans la parentalité, et donc... voilà, et puis il y a plein de choses à savoir, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Il y a toujours quelque chose à dire, et puis c'est vrai que d'autant on est préparé, d'autant on va réussir ce défi que la vie nous envoie, parce qu'en France quand même, il faut savoir qu'il y a 28% des couples qui se séparent dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Ah ouais, c'est pas rien. On peut dire aussi qu'il y a 87% des enfants qui sont victimes de violences éducatives ordinaires. Donc on est 87% à mettre des fessées pour se faire entendre. Il y a 2 enfants qui meurent par semaine sur les coups d'un adulte. Voilà, je ne vais pas noircir le tableau, si j'ose dire, mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça se présente, parce que c'est beaucoup d'inconscience, pas au sens inconscience folie, mais inconscience manque d'information. Voilà. Et moi, je sais que, par exemple, quand je vais dans des coachings chez des jeunes papas, où le couple part, des fois ça part en cacahuète, si j'ose dire. Donc tu fais des coachings oui, en post-natal, particuliers. Ça m'arrive, oui, Okay. tout à fait. Et là, ce qui revient le plus souvent, en fait, c'est le père qui est rentré dans cette parentalité sans connaissance, tout simplement. Et donc les chemins ont vite fait, moi je me plais à leur dire, on a vite fait de se retrouver dans le même véhicule, mais on a vite fait de se retrouver, sur la même route, mais dans des véhicules qui sont différents. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est sur la même route. Et un jour, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont insidieuses dans la parentalité. Un jour, on pousse un autre. On ne s'en rend pas compte, au même titre que les petites violences éducatives ordinaires, on ne s'en rend pas compte, mais on brise le lien. Avec sa conjointe, c'est pareil. Il y a un contexte de départ qui est très particulier, avec des cris. On ne sait pas forcément comment y répondre. On n'a pas la même technique pour répondre aux cris aussi. On peut avoir une discorde là-dessus. Il n'y a pas de relation sexuelle par pénétration dans le mois qui suit l'arrivée de l'enfant, donc ça favorise pas le contact. Il y a le baby blues également aussi. Il y a une chute brutale d'hormones chez l'homme, et d'autant plus chez les hommes qui sont impliqués, donc pas d'envie d'avoir des relations sexuelles. Donc il y a un contexte qui est particulier, avec peut-être aussi, on peut renforcer aussi avec, moi je ne l'ai pas connu, mais des beaux-parents qui viennent vous donner des conseils. On en a parlé dans l'histoire de Daron, dans les épisodes. Voilà. Ça revient régulièrement. Donc il y a ça aussi, et ça c'est tout un contexte. C'est tout un contexte qui n'est pas forcément favorable. Et dans tous les cas, moi ce que je leur dis, c'est que il faut être dans l'hyper-implication, que les enfants passent très vite d'une période à une autre, il ne faut pas s'inquiéter, que ça va, que comment dirais-je, s'ils ne sont pas contents d'une période, ils vont trouver leur bonheur dans la période suivante. Mais dans tous les cas, il faut vraiment faire montre d'une implication sans faille, parce que dans cette première année se jouent énormément de choses, et notamment la construction du lien qui va permettre ensuite d'attaquer la partie éducative de 1 à 5 ans. Mais 0-1 an, on donne lors d'un change, un bain, un soin, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'interaction que de gestes, d'interaction, de jeu, de vie que de gestes en soi, parce que à la différence de la maman qui est dans une continuité avec l'enfant, on va dire intérieur-extérieur, mais c'est une continuité, le père, lui, sa place, elle est à créer, elle est à prendre. Quel est cet inconnu d'un coup? Parce que la maman, il y avait ce lien qui était déjà là, inhérent à la situation, mais là, le père, il faut la créer à la place. C'est pour ça que si on démarre sans connaissance et qu'on reste les bras ballants sur le canapé, il y a un fossé qui se creuse. Parce qu'on se dit, nous, en tant que père, on va commencer à s'en occuper quand il va commencer à marcher, quand il y aura de l'interaction. Et là, c'est un petit peu trop tard, parce que souvent, quand il y a de l'interaction, c'est le premier 4 pattes, et puis le premier mot, ça risque d'être non, ne va pas là-bas, non, non, non. Il faut avoir construit quelque chose au préalable. Et puis aussi, il y a un autre élément qui est très important, qui est que il ne suffit pas de sortir sa carte de parent pour que les enfants nous écoutent. Donc, il va falloir gagner, si j'ose dire, nos lettres, nos noblesses. Et la confiance, ça se travaille, ça se construit. C'est pas juste en disant à notre enfant, écoute-moi parce que je suis ton père, je veux ton bien évidemment, je suis la personne au monde qui t'aime le plus et qui veut le plus ton bonheur, donc tu dois m'écouter. C'est tellement simple, tellement facile, mais ça se passe pas comme ça se passe même jamais comme ça. Et moi, je travaille notamment la confiance en les mettant debout sur le lit, en regardant le mur.
Et j'invite n'importe quel parent qui nous écoute à faire ça. Et donc, vous allez voir que l'enfant, et vous lui dites, jette-toi en arrière. Et n'importe quel enfant, il va tourner la tête pour voir si tu es là. Ça peut être blessant. Il dit, je suis ton père, si je te dis de faire ça. Mon objectif, c'est pas que tu te fasses du mal, c'est tellement évident. Mais malgré tout, il va regarder. La confiance aveugle n'existe pas. Donc moi, je leur fais regarder le mur, se jeter en arrière pour travailler cette confiance. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres jeux comme ça que l'on peut faire. Mais il faut savoir que la carte de parent ne suffit pas. Et par exemple, ma fille, pour la faire sauter du lit dans mes bras, il faut que je m'approche au plus près. À la limite, il n'y a même plus de saut. Et puis par contre, quand on était il n'y a pas longtemps à l'île de la Réunion, parce que j'ai une franchise à l'île de la Réunion, là-bas, elle est allée faire un tour de parapente avec un monsieur qui ne lui a jamais donné un petit déjeuner, dit un je t'aime, jamais rien fait. C'est un peu vexant, c'est ça que tu veux dire. Voilà, et à 300 mètres de hauteur, sans aucun problème, il y a eu besoin nullement de se justifier pour qu'elle aille faire ça, alors que moi, pour qu'elle se jette du lit, moi ou n'importe qui d'autre, parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien, il va falloir donner des gages, donner des garanties, bizarrement, et c'est paradoxal alors qu'on est le parent. Donc, j'ai pas à te prouver que je t'aime. Si, justement, c'est cette comment dirais-je, permanente. Ils ont besoin en permanence qu'on soit dans la réassurance, dans cette connexion et dans l'affirmation de ce lien. Voilà, et c'est ça qui est important. Voilà, il faut le dire. C'est passionnant. Comment tu as réussi à mettre en place, toi, à mettre en pratique avec tes propres filles toutes les choses que tu as pu apprendre de ton côté? Au quotidien, je me suis servi du quotidien et c'était vraiment une période d'apprentissage, c'était pas facile. Et je me disais, bon, alors celle-là, elle marche pas, avant que ça devienne vraiment un réflexe. Voilà, parce qu'il y en a tellement des astuces à utiliser, tout compte fait. Et celle-là, elle marche pas, ok, je passe à l'autre. Alors c'est quoi l'autre? Et presque à la limite, j'avais un petit carnet. Et je regardais dans ce carnet pour aller chercher l'astuce suivante. C'est un peu tes cobayes, donc c'est ça. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je me disais, bon, alors ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Alice, viens, on va se laver. Non. Oh là là, comment est-ce que je peux faire? Bon, je regardais, allez, le double faux choix. Alice, la douche ou le bain? Hop, et l'enfant en dessous de 5 ans, il va prendre le moins pire pour lui, donc il a choisi ce qui lui... Ou alors haricots ou épinards. Et hop, et c'est comme ça qu'on arrive à les amener là où on veut les amener. Moi, je leur dis souvent, rajouter de l'enfance à l'enfance, parce qu'ils sont preneurs. Et d'ailleurs, comme je disais, j'étais en conférence avant-hier, et les gens qui sont venus me voir après pour les autographes, pour le livre, ils disaient, c'est vrai ce que vous dites. Moi, j'ai une fille qui a 8 ans et qui demande encore que de faire des choses qui sont un peu relatives à un enfant plutôt de 4 ans, 5 ans, et parce qu'ils adorent ça. Et plus on va leur donner ça, plus on va avoir du lien et plus en fait ce lien libère. C'est comme ça que l'enfant, on va partir à la découverte du monde. Et moins il a de sentiments de sécurité, plus il va être en demande. Ça peut se traduire, pour être plus concret pour les personnes qui nous écoutent, tout simplement par bon, je vais me coucher, je suis dans la pièce à côté, si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Ok papa, bonne nuit. Et là, il vous appelle pas. Ou alors, bon écoute, je vais me coucher, là, il y en a marre, ça fait 10 fois que maintenant on a fait ça, tu m'appelles plus, et puis c'est comme ça. Et 3 minutes après, vous allez entendre papa, et quelque chose auquel vous ne pourrez pas dire non. J'ai soif. Papa, trop chaud. Papa, parce que vous lui avez mis un doute sur ce lien, sur cette connexion. Là, on coupe la connexion, tu me laisses tranquille. Ben non, c'est pas possible. Alors que ça se joue des fois à pas grand-chose. C'est ça qui est marrant, c'est incroyable. Quand on va, par exemple, j'ai d'autres exemples qui me viennent à la tête, mais lui dire on ira au square, si tu ranges ta chambre, on va au square. Alors que quand on va lui dire si tu ranges on ira au square, oui, bien sûr, on ira au square. Dès que tu as rangé ta chambre, on y va. Bien, c'est un si ou un dès que, ben ça fait tout basculer. Et ce sont plein de petits détails comme ça. Et moi, je me suis passionné pour ça. J'ai eu vraiment, cette mésaventure est devenue ma plus belle aventure, tout compte fait dans ma vie, parce que ça a tiré le meilleur de moi-même. C'est Gilles qui aime faire rire, Gilles qui aime parler au public, Gilles qui aime transmettre, parce que j'ai fait quelque chose de magnifique, et la transmission. Et je vis des très, très, très grands moments où je me prends la vie pleine la figure quand j'ai des groupes, que ce soit même dans une conférence ou dans un atelier. Je travaille avec des mairies, je travaille en entreprise. Je travaille où je fais les ateliers privés le samedi et je me prends la vie plein la figure.
et j'ai la chance de pouvoir transmettre. Et ça, c'est magnifique. J'étais encore en maternité aussi récemment, donc à Armand Briard dans le 94. Et là, il y avait au moins une quarantaine de futurs parents qui étaient là. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment passionnant d'être dans cette transmission. Et par contre, c'est vrai qu'il faut être, j'allais dire, un bon animateur. Il faut avoir la passion pour être un bon. Il ne faut pas être bon. Il faut être passionné. Et j'ai cette chance d'être tombé là-dedans. Si j'ose dire, je suis rentré moi dans la parentalité par effraction parce que je me suis pas dit un jour, il y a des papas qui poussent une poussette. On va faire un business avec ça. C'est cette mésaventure qui m'a traumatisé avec ma fille, qui m'a inoculé le virus, et de là tout doucement j'ai construit quelque chose sans jamais penser un jour que ça allait devenir professionnel, que j'allais avoir des grands groupes, que j'allais être en entreprise, que j'allais écrire un livre, peut-être même un deuxième bientôt. Voilà, tout ça je l'avais pas prévu, c'était pas programmé, il n'y a pas eu de business plan. C'est donc ça vient du cœur quand je m'exprime avec les personnes avec qui je m'exprime, parce que voilà, il y a une historique derrière ça, et je te remercie de me poser les questions parce que c'est ça qui est la veine, c'est ça qui est mon ADN, et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans la passion folle, j'allais dire complète de ce que je fais. Je travaille trop même, et c'est vrai que je n'arrête pas, mais voilà, pour consolider tout ça dans ma tête, pour que je sois le plus performant possible, le plus efficace quand je rencontre des futurs, des nouveaux parents, des jeunes parents, parce que on peut changer beaucoup de choses avec peu de connaissances finalement. Ça serait quoi pour toi les plus gros écueils des futurs papas que tu peux voir alors déjà qui font la démarche de venir dans ton atelier, ce qui est déjà en soi un vrai truc. Ah oui, c'est une vraie démarche. C'est une vraie démarche. Ah, c'est une vraie démarche, parce que j'allais dire à la base, c'est pas masculin. On demande de payer pour venir, pour faire du développement personnel, pour se remettre en question, pour se retrouver avec des inconnus, avec un autre inconnu que je suis. Ils sont formidables, ces gens qui osent faire cette démarche. Il y a vraiment les conjointes, elles peuvent être plus que ravies, quoi. Et elles se font un cadeau elles-mêmes quand elles les envoient, parce qu'au final, ça va profiter à toute la famille. Parfois, elles font ça. Oui, il y a des bons cadeaux. Oui, bien sûr, elles font des bons cadeaux, elles les envoient. Ils arrivent, ils poussent la porte. Il y a même une future maman récemment qui, pour son cadeau de mariage, cadeau d'anniversaire de mariage, elle a ouvert la porte et au dernier moment, il ne savait pas du tout où il allait. Qu'est-ce qui allait se passer, chez qui il allait. C'était chez toi. C'était chez moi, une vraie surprise pour lui. Voilà, tu vas devenir père, cadeau de mariage, je t'offre ça. Voilà. Et alors comment il vit dans ce cas-là, le futur papa? Ah là, c'est super bien passé. Moi, j'ai toujours eu que des bons groupes avec des. Déjà pour faire ces démarches, il faut avoir déjà quand même, j'allais dire, certaines qualités humaines. Voilà. Si c'est ta femme qui t'envoie, tu choisis pas forcément. Oui, dans ce cas de figure, oui. Non, mais là, c'était bien tombé. C'est vrai qu'il y en a. Ça m'est arrivé qu'effectivement, il y a des personnes qui ont reçu un bon cadeau, qui viennent et qui soient un peu la chaise en arrière, à regarder le portable, à se dire mais qu'est-ce que ce gars-là va me raconter, parce qu'à la base, on se dit mais il n'y a rien à faire. Et alors, quand on balaye en une journée complète les thématiques de l'éducation positive avec des vraies astuces, qu'est-ce que la parentalité, qu'est-ce que le couple parental, l'importance de l'implication du père la première année, les gestes du quotidien, comment est-ce que je m'organise, comment j'évite les accidents, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'accidents en France aujourd'hui. Il y a 7 fois plus de victimes d'accidents domestiques qu'il y a de victimes d'accidents de la route. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai des intervenants extérieurs qui viennent, donc de Necker par exemple. Je travaille avec Necker. Je fais les ateliers à Necker et donc il y a des intervenants extérieurs, les infirmières, les puéricultrices qui viennent faire des interventions de 45 minutes. J'ai le docteur Canamera aussi qui intervient souvent. Voilà, j'ai des personnes qui viennent et c'est vrai que le public qui est là, ils sont contents qu'il y ait des professionnels de maternité, d'hôpitaux qui viennent donc leur expliquer ce qu'est leur quotidien et ce qu'ils rencontrent. Parce que moi, quand je leur dis les accidents domestiques, c'est catastrophique. Quand c'est une auxiliaire de puériculture qui est là, une infirmière, qui leur raconte ce qui se passe au bloc, comment, et à qui ça arrive, surtout les profils, c'est-à-dire à tout le monde, parce que nous, on aurait tendance à se dire ça n'arrive qu'aux autres, on repart avec une vraie conscience et une vraie confiance en soi, et c'est ce qui revient le plus souvent, et forcément, ça va vous aiguiller vers autre chose que de partir dans l'inconnu. Voilà, je pense qu'il y a un vrai gain. Et moi, j'ai beaucoup de messages retour de jeunes papas qui disent oui, t'as raison, c'était génial parce que, par exemple, quand on le change, les 3/4 des personnes vont prendre les 2 pieds, soulever les 2 pieds, et le muscle cardiaque qui ferme la poche supérieure de l'estomac, il est comme une porte de saloon. Ça veut dire que déjà, si on a un enfant qui a un problème de prise de poids, on va faciliter les régurgitations, alors qu'il suffit de basculer sur le côté.
en faisant une pince avec l'épaule. Et donc, voilà, parce qu'on fait ça 8 fois par jour, on change 240 couches le premier mois. C'est des petits détails, mais la régurgitation chez le nourrisson, c'est quelque chose qui est très dur à vivre parce qu'il crie, parce qu'il a faim. Une fois qu'on lui donne à manger, il crie parce qu'il a mal. Donc, on tourne en rond. Et s'il a un problème de prise de poids, c'est d'autant plus difficile. Donc, c'est tout un tas de petites choses comme ça qu'on peut améliorer. Je pense à des petits outils pour la découverte de la diversification alimentaire. Enfin, il y a tellement de choses. La journée est très, très riche parce que j'ai été chercher beaucoup de renseignements et qu'en même temps, je leur transmets ça avec beaucoup de passion. Donc, sur toutes les thématiques dont on a parlé, ils repartent vraiment, armés avec des outils concrets, pour vivre une nouvelle vie de famille. C'est pas trop dur de les faire parler, les mecs, parce que moi je me souviens, alors c'était il y a un petit moment, 2005, j'avais fait justement un atelier comme ça de préparation à la paternité. Alors moi j'avais la chance de travailler chez moi à l'époque, donc j'avais fait la préparation en même temps que ma femme, donc je venais tous les après-midi, etc. Ça c'était trop bien. Et il y avait un atelier pendant toute la préparation pour les futurs papas. Et alors c'était fou parce que c'était déjà animé par une femme, et donc pour moi déjà il y a un truc qui est un peu compliqué. Et en fait les mecs donc c'était quoi, c'était 1 heure. Les mecs ont mis 3/4 d'heure à se regarder en chien de faïence dès qu'il y en a un qui a commencé à sortir du bois et à venir raconter un petit peu ce qu'il vivait lui. Alors là après c'était parti, mais il restait plus qu'1/4 d'heure. Comment tu t'en sors toi avec ça? C'est compliqué de les faire parler les mecs. L'avantage que j'ai, c'est que je suis un homme par rapport à ce que tu viens de dire déjà, et que j'ai toute une journée devant moi, et que troisième point, c'est que je ne manque pas de leur dire, de leur répéter dès le départ que c'est interactif. Voilà, moi je peux me passer du PowerPoint derrière moi et on peut faire une journée ensemble d'échange sans aucun support à la limite. Mais c'est toujours bien quand même qu'il y ait des petites vidéos, il y a des choses drôles. Je leur ai concocté un beau programme et on s'éclate ensemble. Et puis ensuite, c'est vrai que les langues se délient. Et puis il y en a toujours un qui va, quand on leur donne l'autorisation, vraiment, on dit n'hésitez pas, il y en a toujours un qui, dans un groupe de 20, 25, comme je peux faire, il y a toujours un qui va déclencher la première question et qui va libérer les autres par la suite. Voilà. Et moi j'adore quand c'est interactif, parce que on sort des sentiers battus, moi je suis pas là pour faire un cours de morale, je suis là pour leur donner des vrais outils pour une nouvelle vie. Donc plus ils me posent des questions, plus c'est interactif, mieux c'est. Et je pense qu'ils sont plus à l'aise du fait que je sois un homme. Et déjà, je suis déjà passé par là. Voilà, et puis on est tous dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement des uns et des autres. Et donc, le premier qui va poser la question, il ouvre le champ pour les autres, finalement. Et donc, après c'est parti, après ça n'arrête plus. Il y a des moments où pendant 1h15, 1h30, même, je tourne aucun graphe, parce qu'on est juste dans une discussion à bâton rompu entre un professionnel qui va leur répondre de manière concrète et des néophytes qui se posent des questions. Voilà, tout simplement. C'est quoi leurs questions aux mecs, aux jeunes papas là? Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la thématique de la sexualité. Ouais. Voilà. Et sur l'éducation. Beaucoup sur l'éducation, cette question de pas se montrer vertical. Quel est l'avantage de s'inscrire plutôt dans une relation horizontale? Comment ça, vertical? C'est-à-dire donneur d'ordre. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, quel est et il se pose beaucoup d'interrogations quand on développe ça pendant 1h30 quand même sur l'éducation positive. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette 1h30. Il faut que je développe au travers d'exemples concrets, moi aussi, pour leur prouver. Il ne suffit pas de leur dire, il faut faire comme ça. C'est ça l'avantage de passer une journée. On ne dit pas, tiens, c'est une formule magique, tu appuies là-dessus, ça va marcher. C'est quel est l'intérêt qu'on a. Et comme tout se tient, il faut tout développer pour qu'ils puissent ensuite, dans leur tête, faire tous les liens, se dire « Ah oui, non mais c'est vrai, j'ai intérêt à faire ça parce que par exemple, dans la famille, tout est systémique. Donc je vais me disputer avec mon enfance, ensuite, ça va des retombées sur ma conjointe, etc. » Donc, c'est des grands moments avec des grandes personnes, j'allais dire. Voilà. Avec des grandes personnes, mais qui en même temps viennent chez toi peut-être chercher des conseils dans une position, j'allais dire d'enfant aussi, mais dans une position d'apprenant, non? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Ils ont cette volonté de repartir avec du savoir. J'en reviens pas de voir cette volonté, cet enthousiasme, cette envie on les voit, ils prennent des notes à tire-larigot, ils posent des questions. Après, il y a le repas midi. Et c'est vrai qu'à 13h, j'ai toujours eu beaucoup de brouhaha dans la salle du restaurant. Et à chaque fois, il y a eu du brouhaha, alors que ce sont des personnes qui, 4 heures avant, ne se connaissaient absolument pas et qui viennent d'horizons socio-culturels complètement différents.
Donc moi, quand j'entends le brouhaha, parce que je nettoie un petit peu la salle avant de monter, je suis heureux. Moi, je me dis que déjà, c'est génial. Puis ils échangent entre eux. Puis ça, et toi, t'es à quelle maternité? Toi, il y a ça. Et tout qu'on te fait, c'est des discussions, presque on pourrait dire des discussions de femmes. Et quand on ouvre le champ, on se rend compte qu'ils sont hyper intéressés et qu'ils ont envie de bien faire et qu'ils ont surtout pas envie de passer à côté de cette vie et de ne pas reproduire les schémas du passé. C'est comment que je vais faire pour ne pas reproduire les schémas du passé. Les schémas de leur propre éducation, tu veux dire. Tout à fait. C'est un vrai truc, ça Ça, c'est un vrai truc. Ça revient très souvent. Oui, ça revient souvent chez eux. Ça revient beaucoup. La sexualité, la question de l'éducation, la question du couple aussi. Oui, j'allais dire plus que la sexualité. Il y a un vrai... pour moi, le piège du premier mois, c'est surtout le couple. C'est-à-dire que tu ne le vois pas venir, ce truc de... Oui, tout à fait. Ça finit par distendre le lien. C'est ça. La fatigue, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les cris, les pleurs. Tu ne sais pas vraiment... Il y a une tierce personne, en fait, qui arrive à un moment donné dans ton couple. Et effectivement, tu disais justement que le couple, c'est un vrai truc. Le couple, c'est la locomotive du train de la famille. Donc, c'est la première des choses à entretenir. Beaucoup de jeunes parents ont tendance à se focaliser sur les besoins du bébé. Et il faut d'abord passer du temps de qualité avec son enfant, c'est l'objectif, donc, ou avec sa famille, j'allais dire, que ce soit la femme et l'enfant. Pour ça, vaut mieux continuer à faire des activités qui nous plaisent dans un moindre temps, dans un moindre timing, mais continuer de les faire pour se sentir bien et passer du temps de qualité avec sa conjointe. Donc, moi, je leur montre un schéma justement à ce sujet, un graphe, où on va dire que je vais d'abord m'occuper de mon besoin d'homme, ensuite, je vais m'occuper de mon besoin de couple, ensuite, je vais m'occuper de mon besoin de père, et ensuite, je vais m'occuper des besoins de mon enfant. Alors, je vais le traduire parce que ça paraît peut-être abstrait. Donc, je rentre chez moi, je vois que mes filles sont excitées, moi-même, j'ai passé une mauvaise journée. Si je m'occupe d'elles comme d'habitude en premier, eh bien, il y a de grandes chances que ça se finisse mal parce que je suis énervé, elle aussi. Voilà. Elle s'est excitée de joie et moi, je suis énervé parce que j'ai passé une mauvaise journée. Donc, ce que j'ai fait, dans ce cas de figure, j'ai été prendre ma douche en premier lieu, alors que d'habitude, c'est plutôt vers 21h, une fois que j'ai fait le repas, que tout va bien, que tout le monde est au lit, tout ça. C'est le moment où je prends ma douche et où, enfin, je peux retourner à ma vie d'avant. Enfin. Et puis, j'ai été à prendre la douche, je suis ressorti. Donc, ça m'a mis dans un autre état. Au même titre que des fois aussi, quand on est énervé, on va faire un tour de pâté de maison, ça calme forcément. En sortant de la douche, j'ai été voir ma conjointe. Je l'ai prise dans mes bras en prenant dans les bras 20 secondes, je développe de l'ocytocine. Ensuite, c'est très chimique, mais c'est un peu technique. Des fois, souvent, en formation, je peux pas le dire. Je l'ai fait un peu parce que je l'aime, un peu parce que je suis technique. Voilà. Oh mon Dieu, tous les romantiques ici sont en train de mourir. Non, il faut faire très attention. Méfiez-vous des femmes qui font la vaisselle parce qu'il y a beaucoup de réflexions chez les femmes qui font la vaisselle, alors que chez nous, on a tendance à se vider la tête quand on fait une activité. Et les femmes, elles ont tendance plutôt à ressasser des vieux dossiers. Donc, les vieux dossiers remontent pendant qu'elles font la vaisselle. Méfiez-vous. Et donc, on va... Peut-être qu'on peut faire la vaisselle à ce moment-là. Oui, on peut le faire. Et donc, on va la serrer dans ses bras donc, pour cette histoire d'ocytocine et pour que le dossier qui était en train de remonter se range. Ensuite, je vais faire mon besoin de père, c'est-à-dire, je vais m'occuper de la nourriture et de préparer le bain de mes enfants, par exemple. Et ensuite, je suis disposé, enfin, à m'occuper des besoins de mes filles, à savoir la nutrition et l'hygiène. Voilà. Mais c'est ça, on en parle. Et c'est important de leur montrer et qu'ils se sentent, j'allais dire, libres, autorisés. J'ai pas le bon mot, mais... dans cette parentalité, il y a beaucoup de questions qui se posent et en fait, le fait de venir, ils se sentent autorisés à, voilà, légitimes, voilà. Et ça c'est important parce que comme on met le père, on en a parlé au début de notre entretien, on met le père souvent un peu sur le côté, on ne se sent pas légitime à faire des choses. Donc là au contraire, on a des connaissances et quand ils repartent avec beaucoup plus de connaissances que n'importe quelle jeune maman. Et ça c'est parce qu'on balaye en une journée tout le périmètre de la parentalité. Donc c'est très dense, mais en même temps c'est hyper riche.
Donc celui qui est bien à l'écoute, eh bien, il va forcément vivre une nouvelle vie parce qu'il va être informé plutôt que de démarrer. Je sais pas. Enfin, nous, quand on part pas comme ça en se disant je vais faire Paris-Nice, puis je sais que c'est dans le sud, puis je vais forcément y arriver à un moment donné. On prend une carte et on regarde le meilleur chemin. Ben, c'est un petit peu ça. Voilà, on se prépare à tout dans la vie. Quand on vous donne un nouveau logiciel dans une société, ben, vous allez avoir une formation. Hein. L'autre jour, j'en parlais avec une dame qui travaillait dans un hôtel. Je faisais la réflexion. Elle m'a dit oui, c'est évident. Moi, je travaillais chez Pierre Fabre Santé. Quand on nous donnait un BlackBerry, on nous faisait une formation. Notre métier, c'était d'aller de pharmacie en pharmacie. On faisait des formations pour la conduite écologique. On faisait des formations pour apprendre à sortir du véhicule et à y rentrer dedans parce qu'on faisait que ça. Il y avait beaucoup d'arrêts maladie pour les blocages de dos. Et moi-même, j'en ai été victime. Donc, on fait des formations pour tous, sauf pour le métier le plus difficile. Devenir parent. Paradoxal. Et c'est vrai que c'est difficile. Voilà. Et c'est très difficile. Par contre, d'avoir des connaissances, ça change la vie. Voilà. Et il suffit d'être informé. Il n'y a pas de mal. C'est comme pour la prévention des accidents domestiques. C'est pas la peine d'en faire un drame, mais c'est pas la peine. Il faut désacraliser tout ça. Quels sont les phénomènes qui font que ça arrive ? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour pas tomber dans les pièges ? Quelle est l'attitude que je dois avoir pour faire en sorte que... et puis, au niveau du matériel, qu'est-ce que je peux faire ? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à mettre la poussière sous le tapis. Au contraire, on en parle. Et puis, on se dit, le phénomène, je le prends en compte pour pas que ça m'arrive. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai 3-4 choses à me rappeler, puis c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Et alors, tu t'es carrément lancé dans l'écriture d'un livre, alors ? Oui. C'est fou. Bravo. C'est fou. J'aurais jamais cru. Nouveau papa, les clés de l'éducation positive, accompagnez vos enfants de 1 à 5 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer j'ai envoyé dans l'écriture d'un J'ai bouquin ? envoyé à un éditeur donc un projet, et puis elle m'a reçu. Déjà, j'ai eu de la chance qu'elle me reçoive aussi rapidement, et puis elle m'a reçu. Puis la question du père l'intéressait, mais elle m'a dit ce que vous avez fait, c'est pas présentable, si j'ose dire. C'est surtout, on est très très loin d'un livre normal, et donc j'ai dit je vais retravailler ma copie. Et de là, on est resté en contact. Et puis un beau matin, je me suis levé, j'ai eu le titre qui m'est apparu dans la tête. Je lui ai fait un mail, ce à quoi elle m'a répondu banco. Et on est parti là-dessus. J'ai pu donc avoir la chance qu'Isabelle Filiosa fasse la préface du livre. Et c'est à la lumière de tous les ateliers que j'ai pu faire depuis 5 ans que donc j'ai écrit ce livre avec beaucoup d'exemples concrets du quotidien. Qui permettent aussi d'associer un petit peu de technique, parce que c'est vrai que du mettre de l'amour c'est bien, mais il faut aussi un petit peu de technique avec les enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, le double faux choix, un peu de manip. Voilà, un petit peu de manip. Ouais, il faut au contraire, c'est un âge où il faut abuser de ça, il faut user et abuser de toutes ces techniques. Pourquoi tu dis ça ? Parce que si on fait appel à leur raison, il n'y a pas de raison, ça fonctionne pas. Donc c'est soit on passe par la technique, par exemple, viens on va manger à table, ça paraît normal. Après on dit si, il faut que tu manges parce que les vitamines et minéraux, parce que si tu as l'estomac vide après tout à l'heure tu vas... On peut dire tout un tas d'arguments qui font sens, qui ont leur poids, mais qui tout compte fait ne percutent pas chez l'enfant, quoi. Donc ça sert à rien d'insister. Vaut mieux dire viens voir, viens, ce soir tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens voir, ce soir tu vas manger la lune. Et là on a pris des maïs et on les a mis en quart de lune. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, on prend la main, regarde, je te mets un peu de poudre magique par-dessus. Tu vas voir, quand tu vas manger, ça va te donner une force incroyable. Et là, il mange. Ça peut être ça ça peut être viens voir, qu'est-ce qu'il y a dehors, quel temps il fait aujourd'hui, il pleut. Rappelle-moi, qu'est-ce qu'on met quand il pleut ? Le manteau. Et c'est lui qui va être... D'en faire un jeu, quoi. C'est ça ? Oui, mais l'impliquer surtout de pas faire en sorte de faire en sorte plutôt qu'il soit participatif, c'est très important, parce que subir, il n'aime pas comme nous. Voilà, moi je connais pas grand monde qui aime recevoir des ordres, et on se rend pas compte, on donne des ordres, vas-y mets ton manteau, allez dépêche-toi, qu'est-ce que t'es lent, va plus vite, on n'arrête pas, quoi. Et tout simplement, des fois, un petit investissement, ça peut vraiment tout faire basculer. C'est compliqué aussi dans le quotidien, parce que toi, en tant que parent, le matin, t'as pas le temps, t'as des mômes qui traînent, qui aiment bien traîner, machin, tout ça. Bien sûr. Et ça nécessite un peu j'ai envie de dire limite un déclic, non ? D'après ce que tu racontes à un moment donné. Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça. C'est une autre façon de voir les choses. C'est ça, oui, tout à fait. C'est une autre façon de voir les choses, et de se dire, je vais faire plutôt un petit investissement qui va fluidifier toute la journée, plutôt que de continuer dans mon entêtement à vouloir insister pour qu'il mette mets ton manteau parce qu'il fait froid. S'il fait froid, tu vas tomber malade. Tu tombes malade, tu vas aller chez mamie. En ce moment, mamie, elle est fatiguée.
elle va m'appeler, t'as vu les problèmes que tu crées dans la famille, mets ton manteau. Et bim, 10 ans de psychothérapie. Et donc, au lieu de passer par là, ça peut être l'impliquer en lui montrant le temps dehors. Ça peut être aussi le dire à un mot. C'est un truc qui fonctionne très bien chez les enfants. Donc, le cerveau de l'action, on va dire Margot chaussures. Il va mettre ses chaussures beaucoup plus facilement. Tu lui dis, vas-y, mets tes chaussures parce que dehors... Ou alors, on va lui parler de pouvoir. Quel est le pouvoir que tu as si tu mets tes bottes? Quel est le pouvoir? Tu vas pouvoir marcher dans l'eau. Ouais, on y va? Hop, il est d'accord pour mettre ses bottes. Si ça ne fonctionne pas, on utilise le double faux choix, les bottes jaunes ou les bottes rouges. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait 95% des cas qui étaient sauvables par des petits trucs, des petites astuces comme ça, voilà, tout simplement. Et qu'en plus, les enfants, ils se régalaient. Et je vais continuer en disant qu'il y a une petite chose toute bête à avoir à la maison qui est un nez de clown. Et vous dites la même chose sans changer le ton, les mêmes mots, vous répétez exactement la même phrase, vous juste en mettant un nez de clown, l'enfant, il va forcément être sensible à ça. Waouh! Et nez de clown, j'y avais jamais pensé. C'est rien, ça vaut 1 euro. On met ça dans. Moi, j'en ai dans le plat qui est dans l'entrée, comme tout le monde a son petit truc où il jette toutes ces choses. J'ai ça et je l'ai dans la voiture également aussi. Et la chance qu'on a, contrairement à nous, c'est que nous, quand on va être en colère, on va être fixé quand même un petit peu sur c'est difficile de passer de la colère au rire. Chez l'enfant, c'est épais comme une feuille de papier à cigarette. Donc, si on abuse de ça, on use et on abuse de ces techniques et ces astuces. En fait, il n'y a que 2 chemins. C'est abuser de ça ou rester dans le vieux modèle patriarcal, rigide et froid. Donc, soit on abuse de ça, et tout compte fait, ça fonctionne. On l'amène là où on veut l'amener en évitant de s'abîmer. C'est ça qui compte parce que on est sous l'effet, il faut l'expliquer, on est sous l'effet du stress. Le stress, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'attaque. N'importe qui attaque parce que nous, on est pressé d'aller au travail. Lui, il a décidé qu'il ne voulait pas aller à la crèche ce matin. Notre réflexe, ça ne va pas être de démarrer un jeu. Notre réflexe, ça va être de lui dire de l'attraper par le callback, de dire maintenant tu viens parce que moi je suis pressé, il y a de la neige sur la 86, voilà, etc. Alors qu'en fait, le simple fait de lui dire la notion de défi, tu veux pas qu'on arrive le premier ou le premier qui touche la porte en bas, voilà, c'est plein de petites astuces qui débloquent des situations. Et je termine juste en disant pourquoi, parce que c'est important, qu'en fait, tous ces petits accrochages du quotidien qui ne payent pas de mine, en fait, c'est autant de coups de rabot virtuels que l'on met dans quelque chose d'autre qui est virtuel, qui s'appelle le lien d'attachement. Et ce lien d'attachement, c'est notre héritage le plus précieux. Et sans s'en rendre compte, en fait, on bousille ce lien. Et un jour, une fois qu'il a cassé, ou même s'il est bien réduit, quand l'enfant a 6 ans, il faut savoir qu'après, c'est l'extérieur qui va prendre la main, puisque 0-6 ans, il est avec nous, mais 6 ans, c'est les copains, c'est les copines, c'est l'école. Et à partir de là, si l'extérieur a la main sur votre enfant et que vous n'aurez pas cette autorité facile. C'est ça, moi, ce que je leur promets dans ce fort investissement 1 an, 5 ans, ça va être l'autorité facile et vous n'aurez pas cette autorité facile. L'extérieur aura plus d'influence sur votre enfant que vous. Et là, en plus, on parle juste d'un enfant de 6 ans, pas avec des problèmes d'alcool, de drogue ou de sexe, on parle d'un enfant de 6 ans. Et déjà, vous avez perdu la main. Et c'est catastrophique pour la suite. Et moi, dans mon parcours, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont dit si j'avais eu la chance de participer à un de tes ateliers, ça m'aurait évité de tomber dans ce dans quoi je suis tombé, les travers où on s'en aperçoit pas, on tire l'oreille, qu'est-ce que tu es là, ceci, cela, puis ça c'est cumulé, parce qu'en gros on a 4 millions de demandes, et eux ils ont envie de répondre à 2, voilà, le gap il est important, voilà, c'est un trou immense, béant, qui existe entre le nombre de nos demandes et la volonté pour eux de les réaliser. Donc, on va passer par des trucs et des astuces pour éviter de s'abîmer et pour garder ce lien le plus gros, le plus fort, qui ensuite va nous permettre d'avoir cette autorité facile, cette influence pour continuer la route ensemble, parce que c'est pas 1 an, 6 ans, après ça continue. Et si on n'a pas ça, si on l'a perdu, en fait, on est démunis. Il nous reste que 2 armes au final. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de parler des enjeux de la parentalité aux personnes qui viennent me voir. Et quand on leur dit ça, ils disent « Ah oui, c'est vrai ». Ils ont compris l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'au final, quand vous avez perdu l'autorité facile, il vous reste que 2 armes, à savoir hurler ou laisser tomber. C'est ce qui reste à toutes les personnes qui n'ont plus le lien pour les ramener vers eux. Voilà, et la corde, elle est trop mince. Donc, si on tire dessus, elle casse. Donc, on hurle ou on laisse tomber. Au final, souvent, on laisse tomber. Et puis, le fossé se creuse encore. Et puis, on en arrive à des relations catastrophiques entre parents et enfants. On ne parle pas d'ennemis, on ne parle pas de gens qui ne se connaissent pas, on parle pas de... Voilà, on parle juste de parents-enfants. Et ça, c'est terrible. Et on ne peut pas faire marche arrière. C'est pour ça qu'il faut bien faire la première fois. Et comme il faut bien faire la première fois, on a intérêt à avoir des connaissances en amont. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes parents qui, comme tu disais tout à l'heure, tirent l'oreille, etc., peut-être mettre des fessées, parce qu'en fait, ils ont été élevés là-dedans. Je pense que c'est un truc qui est très compliqué à déconstruire, ta propre éducation. C'est terrible.
Voilà. Et en fait, je pense que tu as tendance un peu naturellement à reproduire ce qu'on t'a. Bien sûr. Cette fameuse phrase moi ça va, j'en ai eu des fessées et je suis pas mort. Exactement. Alors que en fait non. Je pense qu'on se porterait tous mieux. On se porterait tous mieux sans avoir des fessées. Oui. Le plus petit dénominateur commun, c'est on voit les choses comme ça. Évidemment, on peut tout dire si on voit les choses comme ça. Il faut voir les choses d'une manière opposée. J'allais leur dire, ne répétez jamais plus de 2 fois la même chose de la même façon. Parce que la 3e fois, vous êtes obligé de vous énerver. J'allais dire, réfléchissez toujours avant d'agir. Mais ce que je dis là, moi, je suis pas quelqu'un qui est ça d'inné dans moi. Je me l'implique à moi-même. C'est parce que le stress attaque, et c'est à tout le monde, on a tous l'attaque en nous. Donc vraiment, de ne pas répéter plus de 2 fois, de prendre toujours 2 secondes avant d'agir, de s'excuser quand on est passé du côté obscur. Ça, c'est bien de s'excuser en tant que parent, de venir dire top. déconner. Ah oui, moi je te présente, hier, je sais plus, je l'ai blessé. Je ne pensais pas du tout la blesser. On faisait un jeu de cartes tous les 3 et je sais plus, j'ai dû dire quelque chose qui l'a blessé. J'ai plus l'exemple bon, il y avait rien pour moi de blessant, mais je suis allé la voir. Si j'avais su que ça allait te blesser autant que ça, je ne l'aurais pas fait. Crois-moi, je te présente mes excuses tout simplement. Et si on veut que plus tard nos enfants présentent nos excuses, le premier vecteur de l'éducation, c'est quand même c'est l'exemple, c'est nous. Donc c'est nous. Donc, j'allais dire à ses parents, ne vous en veuillez pas d'être passé du côté obscur. Présentez vos excuses pour l'entraîner à présenter ses excuses par la suite, plus tard. Et puis, ne vous en voulez pas parce qu'en fait, quand on est soumis au stress, il y a un voile qui va se mettre sous notre... Vous pouvez avoir écrit... partout dans votre maison, je n'aurai jamais de geste brutal vis-à-vis de mes enfants. Quand vous êtes soumis à un stress, il y a le voile qui va vous empêcher à cette réflexion. C'est pour ça que, et on va commettre l'acte qu'on ne souhaitait pas commettre, c'est pour ça que je dis, prenez toujours 2 secondes avant d'agir, toujours, imposez-vous. Et moi-même, je m'impose. Et puis, ce que je me dis aussi, c'est une réflexion moi, qui a beaucoup d'impact chez moi. C'est parce que j'ai le droit d'en avoir marre, comme tout le monde. Et je me dis dans quel réservoir je vais mettre ce qui est en train de se passer. Le réservoir des souvenirs ou le réservoir des regrets. Et souvent, je me dis, allez, j'y vais. Parce que je prends un exemple concret, ça fait 10 fois qu'on m'appelle. Alors, à un moment, j'en ai marre parce que je suis en train de faire bosser sur le livre. On ne peut pas s'arrêter de se lever 3 fois par minute quand on est en train d'écrire un livre, par exemple. Bon, moi, je travaille chez moi. C'est un inconvénient. Donc, mais après, on réfléchit, on se dit, bon, allez, ce moment-là, je le mets dans quoi ? Je le mets dans les souvenirs. Et j'y retourne. Et j'y vais parce qu'en fait, être parent, c'est être dans le don. Voilà, c'est une chance extraordinaire qu'on a. Et si on est dans le don, on a la chance d'avoir une relation différente avec nos enfants et aussi leur dire que plus tard, c'est un legs qu'on leur fait qui va leur permettre de retranscrire ce comportemental puisqu'on sait que ça se transmet de génération en génération. Et nous, on est la génération, là, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, jusqu'à moi qui va friser la cinquantaine, on est un point de bascule, on est la génération de la bascule. Et quand ça va se répéter de manière, j'allais dire, presque systématique chez tout le monde, là, on est sûr que plus tard, ensuite, les violences éducatives seront bannies. C'est ce qui se passe en Suède, en Norvège, où on voit que ça fonctionne. Voilà, tout simplement, c'est le message. Il y a une question que je pose à tous les papas dans ce podcast, et ça marche bien pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à tes filles si elles écoutent ce podcast dans 10 ans ? Elles auront 16 et 18, donc si je me trompe pas. Elles auront 16 et 18 ans, et qu'est-ce que je leur dis maintenant pour plus tard ou qu'est-ce que tu leur dirais pour plus tard ? Qu'est-ce que je leur dirais pour la postérité si éventuellement j'étais pas là dans 10 ans ? Tu seras là. Oh. Alors, évidemment que je les aime terriblement, évidemment que j'ai fait tout ce que j'ai pu, que justement à chaque moment je me suis posé la question du bon réservoir et que j'ai essayé de remplir le bon réservoir à chaque fois et que j'ai fait cet effort, que je me suis pas fait avoir par le quotidien, par la reproduction. Et que j'ai tâché vraiment de faire de mon mieux et de léguer en fait ce que j'avais de mieux au fond de moi et qu'elles ont dans chacune d'elles le meilleur de moi existe dans chacune d'elles et c'est une force sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour les années qui leur restent. Tu penses qu'elle dirait de toi que t'es un chouette papa ? J'espère vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était merci super. Fabrice, merci Alors, beaucoup. Effectivement, tu fais l'atelier du futur papa et il y en a pas. On a parlé beaucoup de Paris, mais en fait, t'en as un peu partout. Il y a Lyon, Bordeaux, Lille, Caen, Rouen, Amiens, l'île de la Réunion. Même à la Réunion. Même à la Réunion, absolument. Et c'est vrai que les papas viennent de plus en plus nombreux, mais ils ont compris l'intérêt qu'ils avaient de se retrouver entre hommes.
Et puis de participer, alors j'ai des ateliers gestes du quotidien, des ateliers un peu de 2 heures, des ateliers un peu plus longs de 3 heures, où on parle éducation et puis je sécurise mon domicile. Et puis ensuite, j'ai donc un atelier qui s'appelle la méthode Papa Expert, qui est là toute la journée, de 9h à 17h, avec un groupe de 20, 25. On déjeune ensemble à midi, on passe une formidable journée, comme donc là, récemment, comme a pu passer. Et il m'a recommandé, il t'a recommandé de me faire venir et je l'en remercie vivement aujourd'hui. Donc on mettra tous les liens, je vous mettrai tous les liens dans les notes, les liens vers ton site, Atelier du Futur Papa, où vous pourrez retrouver toutes les infos. Si vous voulez aussi vous procurer le livre de Gilles, que je n'ai pas lu, mais qui a l'air vraiment extrêmement cool, parce que déjà quand on est un daron, parler d'éducation positive en 2019, c'est vraiment trop bien, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Un grand merci à toi, et puis merci, Fabrice. Bonne vie à toi, vraiment. Merci beaucoup également. Merci bien. Également. Merci. C'est terminé pour cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso. Moi, je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com, histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.